voyage jusqu'au bout de la nuit comme l'amour, il a chanté la femme, il a chanté le déracinement et l'exil, bien sûr. Tout ça, nous le provoquerons avec vous en deuxième partie d'émission. Merci d'être avec nous, Nora Yefsah. Puis nous reviendrons pour cet autre vol de nuit sur 3 événements qui ont mis l'Algérie à l'honneur. D'abord, rappelez-vous le Salon du Livre de Cuba, en premier lieu, où l'Algérie était invitée d'honneur. Nous reviendrons sur les prix littéraires, le prix littéraire et les attributions des prix littéraires. Et le dernier en date est celui de Yamina Mechakra, mais vous le savez aussi bien que nous, psychanalyste, auteur de plusieurs ouvrages, 2 en particulier, La grotte éclatée qui lui a été préfacée par notre Katab Yassi national, mais également Aris. Et nous reviendrons sur la bande dessinée où l'Algérie est également invitée lors de l'organisation du dernier festival de la BD à Angoulême, mondialement connu. Et pour en parler justement et pour décrypter tout ça, nous avons le plaisir d'avoir sur notre plateau Dalila Najam. Bonsoir. Vous êtes vraiment pluriel, Dalila Najam, hein, commissaire d'exposition, le festival Le Dernier en date. Vous avez participé à tous ces événements, donc justement sur lequel nous reviendrons tout au long de l'émission de ce soir. Merci d'être sur ce plateau. Merci Karim. Et puis, nous finirons l'émission avec une excellente nouvelle. Donc justement, les espaces d'expression et de création à travers l'ouverture d'un nouvel espace qui a pour nom Iflo Design. Eh bien, nous en parlerons avec notre 4e invité, elle n'est autre que Amel Barra Kasmi. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous avez du moins essayé de conjurer le mauvais sort à travers Iflo. Hein. C'est tout un rituel sur lequel nous reviendrons ce soir. Un espace assez, comment dire, assez ouvert, hein, où s'est exprimé un acteur de la scène picturale qui n'est autre que Saïd Bladji. Hein. Pourquoi Saïd Bladji? Ça n'a pas réellement été un hasard, me disiez-vous, pour la préparation de cette émission. Lui aussi, il est dans les mythes, il est dans les croyances. La mythologie. La mythologie en particulier, voilà, qui porte également ces dernières créations qui sont exposées à Iflo Design. C'est au boulevard Klim Belkacem, dans cet Alger écrasé de lumière, comme le disait si bien un nom et pas des moindres, bien sûr, Jean Sénac. Donc, vol de nuit, encore une fois, à travers vos questions et vos réactions sur cultureclub@entv.dz. Rebonsoir, Djilali Hadjabi. Réminiscence ou la mémoire retrouvée, un recueil de nouvelles, je le rappelle, aux éditions Alafar. Vous parlez de mémoire retrouvée parce que vous l'avez perdu à un moment donné? Non, pas perdu, mais c'est bon de se remémorer. De se remémorer ce qui s'est passé. Parce que le livre que j'ai écrit, Naya, Réminiscence ou mémoire retrouvée, est un recueil de nouvelles qui a été écrit, Naya, qui invite le lecteur à un voyage dans le temps. Dans le passé, vers un passé lointain. Tout à fait. Pour découvrir ou redécouvrir à travers une quinzaine de tableaux comment dire, cette Algérie plurielle. Non, attendez. Alors, les difficiles conditions de vie et d'existence des Algériens à l'époque coloniale,
quand ils étaient obligés de trimer comme des galériens pour subvenir à leurs besoins. Alors qu'en face, il y avait le colon dans une opulence insultante. Indécente presque. Indécente, voilà. Insultante et indécente, si vous voulez. Et alors, face à un nombre indéterminé d'exactions et d'humiliations, les Algériens ont fini par passer de la dignité à la colère, puis après à la révolte. Une révolte populaire extraordinaire. à l'arrachement de cette liberté voilà. tant désirée. Face à un système colonial hideux, un hideux système colonial et une occupation militaire barbare. Ça s'est passé au siècle dernier. Voilà. C'est une mémoire récente, oui, oui, non, après, si vous voulez, il y a eu tout un déchaînement de haine et de violence. Des partisans de l'Algérie française qui ont fait payer un lourd tribut de larmes et de sang aux Algériens pour leur indépendance. Ça, si vous voulez, c'est une partie de réminiscence. De cette mémoire enfin retrouvée. Voilà, cette mémoire et être en dialogue avec la génération d'aujourd'hui pour leur dire ce qu'était l'Algérie, ce qu'est le sens de la liberté. La liberté, sans démagogie aucune. Absolument, absolument. Et puis, bien sûr, il y a eu les années bonheur. Les années bonheur. Quand il faisait bon vivre dans cette Algérie des années 70, cette merveilleuse Algérie. Ouais. Voilà. À cela s'ajoute... la beauté, la quiétude et l'innocence, vous en parlez. Hein. Absolument. Dans 40 degrés à l'ombre, première nouvelle, quand vous nous faites rencontrer cette famille, cette belle jeune fille, hein, belle comme le jour, elle s'appelle Darine, qui habitait un des plus huppés quartiers situés à la périphérie d'une grande ville côtière. Leur maison, l'Alhambra, une magnifique villa de type hispano-mauresque à 2 niveaux et un vaste patio avec vue sur mer, était une demeure où il faisait bon vivre et recevoir. Elle était située au milieu d'un grand et beau jardin avec ses petites allées ombragées, sa fontaine et ses petits jets d'eau, les hauts murs d'enceinte et les majestueux cyprès donnaient à l'endroit un calme clérical. Là, la ville, dans pratiquement toutes vos nouvelles, est un véritable personnage. Absolument. Chaque nouvelle a été, si vous voulez, pensée, a été écrite avec ce qu'il y a de profond pour permettre au lecteur de vivre d'une manière intense l'histoire ou l'événement. On retrouve dans toutes les nouvelles cette écriture très sensible. Cette écriture qui nous ramène à une époque où il faisait bon vivre dans cette Algérie des années 70. Comme tout à l'heure, nous avons dit, cette Algérie où c'était la Mecque des révolutions. De toutes les révolutions. Toutes les révolutions, les gens y venaient. Hein. Sans m'attarder, mais il suffisait de rien pour être heureux. On avait 20 ans à l'époque. Il nous suffisait de prendre un café crème au milk bar ou un bol de loubia à la rue Tanger. Hein. Et il nous suffisait d'ouvrir bien les yeux à la rue Mourad ou bien à la rue Ben Hédé pour voir passer à l'arrière d'une voiture un Che Guevara ou un... Y a-t-il pas une forme de nostalgie un peu dans votre imaginaire Je continue encore, peut-être que quand on s'approche de la cinémathèque, il suffit de bien tendre l'oreille pour écouter ce chant des patriotes. Ce chant qui est de la Sierra Mestra jusqu'à Soweto, en passant par les rizières asiatiques, en passant par Gaza, dans différentes langues, mais donner le même message. La liberté. Ce sont des chants qui sont nés le glas de l'impérialisme, de l'apartheid. Et ces années-là resteront à jamais gravées. C'est des années qu'on a vu qu'on était à Alger, on travaillait, on étudiait en même temps. Parce que c'est difficile de faire l'un ou l'autre, c'est l'un sans l'autre. Je vous sens encore, il y a encore une charge émotionnelle dans votre voix. Absolument, absolument. C'est très difficile de s'en défaire. Très difficile de s'en défaire. Dans certains de mes nouvelles, vous allez retrouver que ce que j'ai vécu à Alger était... C'est-à-dire que je dirais même qu'on ne pourra jamais revivre ça. Non, attendez, il y a eu le meilleur, mais il y a eu également le pire. Quand vous nous parlez à la page 62, comme par hasard, de l'attentat. Ça, c'est également l'adolescent qui parle, parce que vous avez été témoin de tout ça, et c'est toutes ces blessures et ces fêlures qui reviennent dans ces nouvelles. Je n'ai pas été un témoin direct. Non mais attendez, mais vous deviez avoir 12-13 ans à l'époque. 12-13 ans. Très bien. La mémoire enregistre des choses terribles. On a entendu les échos, on a vu ce qui s'est passé. Et c'est par la suite qu'on a eu le détail. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais je n'étais pas sur place. L'attentat,
Je ne l'ai pas tellement vécu directement, mais j'en ai entendu parler. Et les gens ont payé le prix. Et ça, je Et à qui vous rendez hommage, hein, de la première à la dernière page. Je rends hommage à ces gens-là, sans qui l'Algérie n'aurait jamais été debout. Voilà. C'est des gens qui ont payé de leur vie pour qu'on puisse avoir notre indépendance. Ça s'appelle Réminiscence ou la mémoire retrouvée, un recueil de nouvelles pour lequel nous avons eu un coup de cœur que nous sommes venus partager avec vous. Je le rappelle, de Gilali Hajabi, c'est aux éditions Al-Afar. Et il écrit à la page 62, la proclamation du cessez-le-feu fixée au lundi 19 mars 62 à 12 h sur tout le territoire national, résultat de longs et âpres négociations entre le FLN et le gouvernement français, avait donné le glas à tous les partisans de l'Algérie française. L'OS, cette organisation criminelle de triste mémoire qui constituait leurs bras armés, pratiquant une politique de terre brûlée, allait redoubler de férocité et se lancer dans une série d'attentats et de crimes des plus atroces et visant particulièrement une population désormais. Ce sont les vieux, les enfants, justement, qui étaient les premières victimes de cette organisation tristement célèbre. Absolument, absolument, absolument. Il y a eu plusieurs attentats à Alger, plusieurs attentats. On ne peut pas les citer tous, tellement ils étaient nombreux, tellement ils étaient... C'est très très difficile, très... il y avait des mitraillages, il y avait de tout. Moi, dans mes réminiscences, je résume en parlant de ce déchaînement de haine, de violence des partisans de l'Algérie française, c'est-à-dire de l'OS. Et ces idées d'extrême droite sont de retour aujourd'hui. Ils ont fait payer aux Algériens un lourd tribut de sang et de larmes pour leur indépendance. Voilà. C'est ça ce que j'essaie. On dénombrera lors de cet attentat la voiture piégée, l'un des premiers du genre dans l'histoire du terrorisme mondial. Absolument. Un des plus sanglants commis par le sinistre commando Delta de l'OS. 63 morts et 110 blessés, dont certains grièvement atteints ne survivront pas à leurs blessures. Une façon également à vous de parler à la génération d'aujourd'hui et vous leur dites... nous n'avons pas le droit donc justement d'oublier cela. C'est un devoir de mémoire que vous essayez de restituer à travers cet ouvrage-là. Absolument. Alors, le repas d'adieu, là nous allons à la rencontre d'une famille assez riche, hein, très... Oui. Ah oui, nous sommes, cette fois-ci on quitte Alger, on va aller du côté de Béjaïa. De Béjaïa, Boucher, oui. Parce qu'on visite un peu l'Algérie, ce que je disais au début de l'émission, c'est un véritable tableau de l'Algérie plurielle des années 60 et des années 70. À Béjaïa, une famille riche, très à l'aise, vivant dans une villa plongée dans le soleil, pas loin de la mer. La mer n'est jamais loin dans vos nouvelles. Hein. On sent réellement, vous, le citadin que vous êtes, parce que vous êtes dans une écriture très citadine et surtout très scénarisée. Bon, faut-il rappeler que vous êtes également scénariste, par la même occasion. Là, nous allons à la rencontre de cette famille, un père, une mère d'une beauté presque indécente. Et ils ont 2 filles. L'une gagne au bac, l'autre finit le collège. Donc tout allait bien jusqu'au moment où tout s'est, tout a volé en éclats lors de la mort du père. Voilà. Et ainsi commence réellement l'histoire de ce dernier repas qui nous renvoie vers cette ville d'une beauté extrême, à savoir Béjaïa. Béjaïa, oui. Alors, je peux rien ajouter, vous avez tout dit, c'est ça. Non, on n'a pas tout dit. Ce couple est un couple mixte. Voilà. Il ne faut pas oublier que durant l'époque coloniale, il y avait des Algériens qui étaient dans la misère, d'autres non. Et ce couple-là dont on parle, c'était un du couple qui avait la chance de bien vivre dans une grande ville, n'avait pas connu les affres de la guerre d'Algérie, n'a pas connu tout ce qu'ont subi d'autres Algériens. Voilà. Et on a eu. Voilà. Mais là, on croirait voir un film américain lorsque justement les 2 filles et la mère ont décidé de faire part, d'organiser un dîner d'adieu, hein, parce qu'elles étaient envahies d'amis, de parents qui venaient donc leur présenter leurs condoléances. Elles ont décidé d'organiser un repas d'adieu pour justement clore un épisode des plus terribles dans leur vie. Vous savez, si je citerai Katib Yassine pour le paraphraser. Katib Yassine disait que si j'avais écrit des nouvelles simples, je n'aurais jamais écrit ce qu'il y a de profond en moi. Et moi, dans ces différentes nouvelles, à chaque fois que j'écris, je me mets à la place du lecteur. Parce que l'idée première, c'est-à-dire que le lecteur sente vraiment le message que je veux transmettre, sente vraiment l'atmosphère de l'époque, de l'événement. Si vous prenez Orange Amer, si vous prenez une autre nouvelle,
Les serments, le temps des serments, vous allez découvrir tout ça. L'adieu aux braves également. L'adieu aux braves, parce que dans chaque récit littéraire, il y a une part autobiographique de l'auteur. Sous différents traits, parfois étonnants, mais l'auteur, il est là. Et Réminiscence n'échappe pas à la règle. Tout à fait. Pratiquement la plupart des auteurs, des personnages que je mets en lumière, c'est un peu moins. Le contraire nous aurait étonné, mon cher ami. C'est un peu moins. C'est pratiquement, j'ai vécu tout ce que je raconte, tout ce que la plupart. Cette famille dans le déjeuner ou le dîner d'adieu, eh bien même si cette famille était dans l'opulence, la mère qui était issue d'un couple mixte, faut-il également le dire à nos téléspectateurs, eh bien elle avait également ce devoir d'expliquer ce qu'est la colonisation, ce qu'est le peuplement à ses filles. Absolument. Alors vous écrivez, tout en remplissant les cartes de faire-part, elle leur expliqua avec fort détail la colonisation, la politique de peuplement qui avait permis à des migrants de tout le bassin méditerranéen, des Français bien sûr, mais aussi des Maltais, des Espagnols, des Italiens, des Corses, des Bretons et même des Grecs de venir en masse s'installer en Algérie, de profiter de tous les avantages que leur offrait l'occupant. Certains de ces migrants avaient bâti des fortunes sur le dos des Algériens en les dépossédant de leurs terres avec l'aide de l'administration et de l'armée coloniale. C'est une réalité, malheureusement. C'est une réalité, il faut le dire pour que les gens se rappellent, il faut le dire, il faut le répéter sans arrêt. Il faut le dire. On revient également l'histoire, toujours et encore, à travers l'adieu des braves. Votre mémoire, encore une fois, c'est presque une séance de psychanalyse qu'on va provoquer ce soir. N'oubliez pas, question-réaction, cultureclub@entv.dz. Vous écrivez, il y a 57 ans, le mardi 13 décembre 1960, 48 heures après les glorieuses manifestations qui avaient embrasé tout l'Algérois et la plupart des grandes villes du pays, la Casbah se préparait à enterrer dans la douleur les plus braves de ses enfants assassinés, froidement par la soldatesque française, alors qu'ils manifestaient pacifiquement pour exprimer leur soif de liberté et faire entendre au monde entier leur désir d'indépendance. Toujours et encore cette histoire torturée, cette histoire violente dans votre ouvrage. Vous savez, le plus grand risque, c'est l'oubli. L'oubli. C'est l'oubli. Il faut bien en parler. Il faut bien en parler, et encore pire. Il faut bien en parler. Il y a des événements pires dont personne n'en parle. Il faut bien qu'un jour ou l'autre, quelqu'un en parle. Vous pensez qu'on a été dans une forme de culture de l'amnésie à un moment donné? Absolument, absolument, absolument. Et là, c'est tiré d'événements réels. Tout ce que j'ai écrit ici, pratiquement, c'est du réel. Surtout ce qui a trait à l'histoire. Mais malheureusement, il n'y a personne qui en parle. C'est pour ça que j'ai essayé de donner un simple aperçu pour dire voilà ce qui s'est passé. Vos nouvelles sont très courtes, mais incisive, hein, mais alors là, dans le détail, c'est pour ça que je vous parlais de cette écriture presque scénarisée. Vous écrivez, au-delà du visage hideux de la colonisation française, dans toutes ses composantes, le monde entier a pu découvrir lors de ces manifestations qui constituent un tournant décisif dans la guerre d'Algérie, toute l'unité et le choix de la grande détermination du peuple algérien, donc justement pour le recouvrement de son indépendance. Sans nul doute que l'on ne le saura jamais avec exactitude, le nombre des chouhada tombés au cours des glorieuses manifestations de décembre 1960 qui donc ébranlèrent toute l'Algérie, tant les personnes tuées, enlevées et autres disparitions forcées se comptent par plusieurs dizaines, voire des centaines dans certaines grandes villes du pays, afin que nul l'oublie. Vous avez encore une fois, c'est une vérité, c'est une vérité. Ouais. C'est une vérité, il faut en parler. Et on va revenir, si vous le permettez, à votre dernière nouvelle, c'est La valise ou le cercueil. C'est vrai qu'à un moment donné, dans les années 60, on se posait la question qui avait décidé de ce slogan, La valise ou le cercueil. Certains disaient que qui avait intérêt. Qui avait intérêt justement à faire. Certains souvent dit que c'était le Front de Libération Nationale, alors que c'est tout à fait le contraire. On revient toujours et encore à cette organisation terroriste qui est bien sûr l'OS. Voilà. Oui. Et ce slogan, moi je l'ai lu. J'ai lu de mes yeux sur la route montonnière. J'avais 12 ans, 13 ans, 14 ans, je partais pratiquement chaque semaine, on partait à Alger avec mon père qui était véhiculé. Puis du jour au lendemain, on trouve ce slogan à côté d'autres slogans. Vive Salan, vive comme ça, et un slogan à côté. Donc ça peut être que l'OS, et rien d'autre. Et c'est ce genre de slogans qui ont été, si vous voulez, à l'origine du départ massif des Pieds Noirs, des Français d'Algérie. Voilà, c'est ce genre de slogan.
qui ont fait peur. Et justement, vous l'écrivez, hein, dès le départ. Alors, la valise ou le cercueil, 60 jours après la proclamation du cessez-le-feu fixé au lundi 19 bien sûr mars 62, les crimes, les assassinats et les attentats les plus atroces commis par l'OAS ne faiblissaient pas. Un déchaînement de violence sans précédent qui n'avait d'égal que la haine contre l'Algérie portée par des hommes de cette organisation criminelle, des racistes, des fascistes qui n'avaient rien à envier aux nazis et autres SS dont certains n'hésitaient pas à s'en réclamer. Dans sa politique de terre brûlée, on y revient parce qu'elle revient souvent, cette politique de terre brûlée et de jusqu'au boutisme, l'OAS redoublait d'ingéniosité pour diviser d'une manière irréversible les deux communautés en les poussant à l'affrontement direct, sinon à l'exil massif de tous les Européens d'Algérie. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé, malheureusement. Voilà. Et on revient encore une fois à ces détails que quand vous nous parlez de ces familles qui faisaient, c'était des kilomètres avant d'aller vers l'aéroport ou le port d'Alger. Certains délaissaient leurs voitures, leurs affaires pour fuir la peur de la mort. La peur de la mort, absolument. Absolument. Au niveau du port, au niveau de l'aéroport, c'était vraiment la débandade, c'était le sauve-qui-peut, c'était... Mais à la fin, comme vous allez voir, ce qui est vraiment navrant, c'est qu'avec ces pieds noirs qui fuyaient, qui partaient comme ça, il y avait des familles algériennes. Ouais. Il y avait des familles algériennes également qui partaient. On les reconnaissait à leurs habits. Vous le dites, hein, sur les quais du port d'Alger régnait un véritable chaos, des bagages abandonnés, des familles livrées elles-mêmes, des enfants en pleurs, des adultes en colère, des files de plusieurs centaines de mètres contenus par des policiers blasés et de longues attentes en plein soleil avant de pouvoir procéder aux enregistrements et autres formalités de départ, puis d'accéder au hall, bien sûr, d'embarquement où des milliers de personnes réunies en famille attendaient déjà depuis quelques jours. Au milieu des pieds noirs des Européens d'Algérie, comme ils aimaient se faire appeler, des dizaines et des dizaines de familles de harki et autres goumiers reconnaissables aux tenues traditionnelles des femmes et des enfants. Absolument. C'est une vérité, c'est une réalité. Ouais. Pourquoi j'ai l'impression qu'il y a une forme d'écho entre Afin que nul n'oublie, cet autre recueil de poésie, et celui-ci Réminiscence, vous avez enfin retrouvé c'est un développement, c'est une suite. Le développement est plus grand. Voilà. Ouais. Et j'espère que quand le livre paraîtra, enfin, les jours qui ébranlent la français, le développement c'est encore plus grand. C'est toujours le même thème, mais là il est vraiment détaillé, plus grand et plus... Je vous les conseille, ils dialogueraient presque entre eux. Donc le livre de Djilali Hajabi, ça s'appelle Réminiscence ou la mémoire retrouvée, à mettre entre toutes les mains. Donc c'est un recueil de nouvelles aux éditions à la Farge, ça vient tout juste de sortir. Et si vous avez la chance de mettre la main sur cet ouvrage, Afin que nul n'oublie, toujours un recueil de nouvelles, c'est paru aux éditions d'Ahleb. Et on ne peut pas dissocier le parcours du Moujahid d'Ahleb à l'histoire de l'Algérie. Absolument, c'est Ahleb, oui. C'est Ahleb, bien sûr. Absolument. Voilà. Et donc voilà, deux livres chez les bons libraires. Question-réaction, cultureclub@eintv.dz. Lui aussi, dans son approche, il a lutté contre la violence, la mort, le déracinement. Il a chanté également l'exil. Et justement, elle le mettrait presque sur un divan rouge et elle analyse la personnalité, donc psychologiquement parlant, le parcours et surtout les textes d'un monstre sacré, je vous le disais encore une fois, un ouvrier, un orfèvre du verbe, qui était bien sûr chez les Freddam. Nora Yefsah, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Voilà, je vous rappelle, psychologue, chercheuse, doctorante en psychologie à l'université Mouloud Mamri de Tizi Ouzou. Pourquoi s'intéresser d'abord, en premier lieu, j'imagine que ceux qui nous regardent se posent la question, à cet orfèvre, à ce musicien, à cet humaniste, à cet universaliste dont vous nous parlez dans votre recherche, hein. Exactement, M. Amiti, justement, c'est pour ça que je m'intéresse justement à cet artiste. Premier lieu, vous savez, un psychologue, c'est quelqu'un qui s'intéresse à l'individu, à la personne. Donc, la personne, elle peut être sportive, elle peut être journaliste, donc elle peut être autre partout, elle peut être aussi artiste. Et moi, personnellement, je ne me suis pas intéressée par hasard à Chikrebem. Donc, Chikrebem, je l'ai connu en 2004. Donc, là, il y avait beaucoup d'hommages à l'Acropole. J'ai participé principalement à cet hommage-là.
Et chez Fredem, cet homme qui est venu en personne me voir à Tizi Ouzou, là, bon, je ne vais pas parler... Alors qu'il était taiseux à un moment donné, hein, on ne pouvait pas approcher chez Fredem, impossible. Chez Fredem, c'est le génie. Tout à fait. Chez Fredem, c'est le monstre, vous l'avez dit. Chez Fredem, donc c'est le maestro, c'est le maître, c'est le grand. Il vient donc à Tizi Ouzou, et moi, en tant que psychologue, vous savez, chez un chercheur, il y a un facteur très important quand on commence à la recherche, c'est la curiosité. Je vois donc cet artiste, cet homme, mélangé entre la grandeur et la simplicité. Et c'est là qu'une question s'est imposée d'elle-même. Quels sont les facteurs? Je me pose la question, comment se fait-il qu'elle était un jeune de 21 ans, donc un montagnard de la Kabylie, précisément des Moussaoud. Donc finalement, il devient le musicien, l'universel, le génie. Le Beethoven algérien. Le Beethoven algérien. Donc je me pose la question, pour devenir justement comme ça, donc pour atteindre cette sommité, si vous voulez, dans la musique, donc elle a pu même transmettre, donc on rentre cette musique à Michel Sanson Kabyle, l'a fait sortir de folklore, qui n'est pas justement... Non, il détestait ce terme, hein. Même si à un moment donné, on a essayé de l'enfermer dans sa Kabylie, ce folklore-là, il en a échappé, hein, il en a... Exactement. Donc, et dans le domaine de la psychologie, pour justement comprendre l'homme, artiste, il faut analyser ses œuvres. Et c'est là justement que j'ai commencé à voir comment analyser, comment comprendre. Comment approcher, donc justement. Comment répondre à ma question. Pourquoi, qu'est-ce qui a pu justement aider cet homme-là qui est chez Fredem à toucher l'universalité avec sa musique. Qu'est-ce qu'il a de particulier? C'est quoi son génie? Est-ce que c'est des facteurs environnementaux? Est-ce que c'est génétique? Est-ce que vient de la famille? Est-ce que finalement c'est d'autres facteurs? Là, donc, quand j'ai lu d'abord des travaux très intéressants de Claudine Rosselet, qui est psychologue et maître de conférence à l'université de Neuchâtel, Genève, j'ai trouvé qu'elle a commencé une petite introduction qui est très intéressante. Elle a dit que pour comprendre justement l'artiste, il faut s'intéresser à ses œuvres. Et puis la peinture, la musique, la chanson, et nous, dans notre domaine de psychologie, on s'intéresse aussi au dessin. Le dessin, vous savez que le dessin d'enfant nous raconte des histoires et nous permet à comprendre cet enfant. Moi, je vous conseille un ouvrage édité comme par hasard chez Daliman Édition qui s'appelle Memum Optimum de Mustapha Nedjaï. C'est le rapport de l'enfant au dessin au créateur et le dialogue entre le monde de l'enfant et de l'adulte. Hein. C'est chez Daliman Édition. Oui. Mustapha Nedjaï. Alors c'est un artiste qui a suivi un enfant de son plus jeune âge. Il avait 2 ans. Alors lui, il est artiste peintre, et c'est le petit enfant qui le suit, qui le regarde, et il dessine comme lui. Et donc il a suivi son évolution jusqu'au moment où ce petit garçon est devenu peintre. Et après, bien sûr, il a analysé toutes ses œuvres. Il a analysé, il a expliqué, mais c'est le dialogue qu'il y a entre le peintre et l'enfant. C'est très... Cet enfant rentre à l'âge de l'adolescence, ah oui, mais il a un autre... Oui. Parce que là, le dessin, justement, le langage verbal, il va remplacer le dessin. Absolument. C'est comme ça que le dessin... Non, c'est très intéressant. Oui, mais Nora Yefsa, comment peut-on réellement accéder à l'âme d'un artiste par une étude scientifique? Oui, exactement. Comment? Question, comment justement, donc, je vous ai dit tout à l'heure, pour justement atteindre ou bien arriver à comprendre cette âme, c'est qui l'artiste, la psychologie de l'artiste, il faut s'intéresser à ses œuvres. Donc moi personnellement, donc, je me suis penchée, j'ai choisi, donc je vous ai dit d'ailleurs avant l'émission, que quand j'ai vu un appel à communication au niveau de l'université Constantine III sur des études ou bien des recherches d'analyse des œuvres artistique, moi j'ai pensé à Cheikh Fredem, c'était une évidence. Et comprendre, parce que là j'ai envie vraiment de comprendre d'où vient ce génie artistique de Cheikh Fredem. Là j'ai choisi, pour justement suivre la thématique de l'art, j'ai choisi donc l'œuvre Théodore Hoffmann, qui est les rêves d'un artiste, et j'ai essayé justement, vous allez voir... parce que l'artiste est un rêveur. C'est un rêveur, ouais. Il a placé même Cheikh Fredem à la fin, un névrosé. Donc, nous, dans le domaine de la psychologie, je vais citer le pionnier de la psychanalyse, Sigmund Freud. Vous l'avez souvent cité dans cette étude. Oui, je l'ai souvent cité. Pourquoi? Parce qu'il compare justement une œuvre d'art au rêve ou bien au délire. Et il dit justement que la personne a un conflit intérieur entre ses désirs, qui sont les ça, et le... Vous parlez souvent de fantasmes. Ouais.
donc, quand il y a la personne qui vit un conflit intérieur, il cherche de fuir ce conflit-là, mais des fois, il y a des interdits dans la société, donc ça ne lui permet pas justement de s'exprimer ouvertement, et à travers une œuvre artistique, il va justement le présenter sous cette étoffe créative, belle à écouter. Donc la psychologie et la psychanalyse peuvent réellement comprendre les créateurs aujourd'hui. C'est ce que vous avez essayé de, bien sûr, à travers l'une de leurs œuvres, hein. C'est ce que vous avez essayé de démontrer à travers votre... Exactement. Donc, j'attire votre attention que chez nous, donc d'ailleurs dans l'Institut de culture et art de Constantine III, l'université de Constantine, je crois que c'est le seul institut en Algérie qui s'intéresse aux études scientifiques, à l'analyse scientifique des œuvres artistiques. Et là, justement, je profite de l'occasion de travailler sur les œuvres de Chérif Haddad, justement pour comprendre ce monstre de la musique, donc qui a pu justement faire voyager la musique kabyle, la chanson kabyle qui est chantée, qui est jouée plutôt dans d'autres pays. Ce qu'il y a, j'ai trouvé donc en analysant son œuvre, je me suis penchée sur aussi sa personne, donc il arrive à Paris à l'âge de 20-21 ans. Exactement. Donc, justement ce côté génétique qui est dans le côté, donc il y a le don, donc là il y a quelque chose déjà dans cette personne-là, ce génie, c'est qu'elle est arrivée, elle était ouvrier, elle travaillait, mais là elle a consacré un temps pour ce don-là. Elle a appris le solfège pardon, à 28 ans. Elle a appris aussi la musique, c'est Fernand Lamy qui est un grand professeur et directeur du Conservatoire de France. Donc elle a quand même une très très belle base et il voulait justement concrétiser ce génie qui est en lui pour répondre justement à la fin à ma question qu'il y a un côté génétique et comme elle a dit justement chez Khaddam, il s'appelle Khaddam, donc il travaille, donc il a travaillé son don pour justement... Et surtout rendre l'âme de l'artiste accessible à l'étude scientifique. Oui. Ça c'est une chose très très importante. Oui, donc pour comprendre justement comment devenir artiste, c'est qui est l'artiste, quelles sont les caractéristiques d'un... Et montrer une autre facette de l'artiste par la même occasion. Parce que quand un artiste, justement, dans le troisième couplet, chez Khaddam, donc, il sent c'est-à-dire que là, finalement, quand on écoute chez Khaddam, on se sent, donc, il y a une mémoire collective, donc inconsciente dans cette chanson, parce que là, on se reconnaît dans ces chansons. On veut écouter la chanson, on veut écouter rien que sa mélodie. Pourquoi? Parce que justement, elle a su comment toucher nos joies, nos malheurs, notre tristesse. Parce qu'il a chanté tout ça, il a approché tout ça. La misère, la violence, la guerre, l'arrachement et l'exil intérieur et l'exil également géographique. Hein. Exactement, et on se retrouve donc, c'est-à-dire personne qui est chez Khaddam, qui écoute chez Khaddam. Justement, ce que je voulais faire à travers ça, c'est juste un extrait. Je vais donc travailler, élaborer un ouvrage très plutôt travaillé pour justement comprendre tous ces chapitres-là, qu'il a touché ces thématiques, surtout concernant l'amour et la femme, parce que là, chez Khaddam, elle a chanté l'amour et la femme très tôt, donc elle a osé même à présenter justement la femme comme cette personne qui peut être à côté de l'homme et apporter un plus à sa société, et puis c'est une personne, c'est-à-dire que... lui donner une valeur. Hein. Elle n'est plus objet, elle est sujet dans l'œuvre de Chérif Haddam. Il a commencé ses répertoires, la chanson, avec une chanson, une très belle chanteuse, Elise Moussé, donc Elise Moussé a chanté donc, la femme kabyle, ou de manière générale, la femme algérienne, et il a montré que cette femme, c'est-à-dire qui est, elle a quelque part, d'ailleurs, dans une autre chanson, donc pour lui, la femme, c'est la source, c'est une énergie, c'est la source de la joie, c'est la source justement de la force. Donc pour... Mais il fait partie de la même génération que Slimane Azem, Cheikh Hasnaoui, qui eux aussi ont chanté cette Algérie tourmentée, cette Algérie colonisée. Exactement, donc on trouve d'ailleurs dans toutes ces œuvres, je ne sais pas, je vais les partager en plusieurs thématiques, il y a beaucoup d'écrivains qui sont intéressés aux écrits de Scarpi et Chérif Haddam. Je vais citer l'ouvrage d'ailleurs de Tassalit Yassi. Tout à fait.
ça dit dernièrement, donc il y avait beaucoup d'ouvrages. Mais moi, je voulais plutôt, je vais rester dans mon métier, d'analyser d'une manière psychologique ces œuvres-là pour comprendre. Qu'est-ce qu'il en ressort en fin de compte, après toutes ces analyses, après toutes ces écoutes justement? Je pense que je suis arrivée à la fin de dire que Cheikh Khaddam est là des caractéristiques très particulières, même donc un artiste de manière générale, cette intelligence émotionnelle et intellectuelle. Donc il peut se comprendre l'autre. Il peut aussi analyser sa personne, et on a analysé aussi la personne qui est en face de lui. D'ailleurs, elle a compris sa société, elle a compris la femme dans sa société, elle a compris donc, la personne qui est en exil, elle a compris justement ces personnes-là qui sont attachées à leur montagne. Mais d'où se dégage beaucoup de souffrance, parce qu'encore une fois, on revient à cet exil intérieur et souvent à ce déracinement qu'on retrouve souvent dans les textes de Chérif Khaddam, et en particulier son rapport à l'Algérie qui était très conflictuel, faut-il le rappeler. Exactement, d'ailleurs je vous rappelle la chanson Noral Batajdat, donc là, dans cette chanson-là, il chante à chaque fois qu'il décide de revenir au pays, mais on lui dit toujours ce pays-là, plus précisément. Parce qu'il était dans le désenchantement, ce rapport amour et haine en même temps. Hein. Il y a également un grand journaliste, un poète, mais également un grand auteur à qui nous rendons hommage ce soir, c'est Tahar Jaout. Tahar Jaout, quand il parlait de lui, il disait il a été le premier à briser de façon catégorique une tradition quelque peu sclérosante et à engager la chanson kabyle sur la voie du renouveau. C'est pour ça qu'il a également souvent dérangé. Exactement, parce que là, justement, il y a quelque chose de renouveau, de la nouveauté. Lui-même, il disait, donc, ça fait des interviews, j'ai pu casser certains tabous. Il a présenté la femme, donc il dit que la femme... Il a magnifié la femme. Hein. Justement. Oui. Donc là, il l'a présenté comme cette personne-là qui doit justement être à côté de l'homme dans tous les domaines. D'ailleurs, sa chanson est connue, L'Hajab Mtaharrith, chez L'Hajab Mtaharrith, Nik Matkspis. Donc là, il y a aussi une autre chanson, là, Chérif Khaddam, justement, dans cette chanson, il parle à la première personne, il parle à la place de la femme, il ne le fait pas par hasard, mais justement pour dire... Il ne fait jamais rien par hasard. Justement, donc là, il transmet un message. Donc il voulait dire justement, voici le profil de la femme kabyle ou d'une manière générale de la femme algérienne, c'est comme ça que je vois la femme, ça veut dire que vous êtes là, vous avez des principes, n'oubliez pas justement que vous appartenez à une certaine société qui est algérienne, qui a des coutumes, il faut toujours avoir, il y a la liberté, mais avec des caractéristiques liées à cette société et c'est-à-dire porter l'identité kabyle et algérienne avec fierté. Ce qu'a fait donc Slimane Azem également, Cheikh El Hasnaoui, ils étaient dans une forme de dialogue, ils font partie de la même génération. Ils ont porté la voix de l'Algérie, c'était, comme disait si bien un grand auteur dont j'oublie le nom, c'était les chanteurs de l'exil. Exactement, donc là, il y a même... c'est Rachid Mortari, voilà, son nom me revient. Voilà, la chanson de l'exil. Exactement. Ou les chanteurs de l'exil. C'est l'exil qui les a liés, même si chacun sa façon de d'apporter ou bien de chanter l'exil. Moi, ce que je voulais justement apporter à travers cet extrait-là, aussi d'attirer l'attention sur l'importance de l'art comme thérapie. D'ailleurs, dans ce couplet, dans la chanson de Sidi Oufnen, elle dit justement, c'est comme ça que je me suis retrouvée. C'est dans cette chanson, c'est dans la chanson, c'est en prenant ma guitare, c'est comme ça que c'est la chanson qui m'apporte un remède. Mais finalement, chanter, c'est de mettre ou bien de composer la musique. J'ai trouvé ou bien composer la douleur et la joie des autres, mais en même temps, j'apporte justement pour moi une certaine thérapie parce que après le refoulement, il y a une façon aussi de s'exprimer à travers la chanson et à travers la musique. Vous nous disiez donc justement pour la préparation de cette émission, il était lui aussi dans toute forme de, comment dire, il luttait contre toute forme de rejet, de stigmatisation et surtout de folklore. Il disait si bien, souvent, je suis méditerranéen, ma musique est méditerranéenne, elle est turque, elle est grecque, elle est italienne, elle est profondément algérienne, dans toute sa diversité, surtout dans toute sa composante. Je pars de ma spécificité pour justement toucher l'universel. Seule l'authenticité peut donner tout son sens à une œuvre musicale ou autre. Exactement, je dois rajouter justement quand j'ai eu mon premier entretien avec lui, il m'a dit écoutez, moi ce qui m'attire, tout ce qui est beau et tout ce qui est bien élaboré. Il m'a dit moi je ne cherche pas son identité. J'entends une musique, elle est bien travaillée, elle est bien faite. Donc là, je vais l'écouter. C'est pour ça qu'il parle de l'universalité, moi. Il dit, donc là, ce qui m'intéresse pour moi, c'est que je vais m'approcher de tout ce qui est beau et le présenter aux gens
bien travailler, parce que là, c'est un travailleur, c'est qu'il ne nécessite pas... Vous aimez ce terme de travailleur et d'ouvrier? Parce que le répète lui aussi, M. Amiti. Il dit, moi je m'appelle Khadlan, j'aime travailler, je travaille, j'aime le travail quand il est bien fait. Voilà, donc, il était dans la perfection également. On peut réellement parler aujourd'hui d'un véritable héritage de Sherif Khadlan que nous retrouvons dans le texte, dans l'imaginaire et les réalisations musicales de la jeune génération. Exactement. D'ailleurs, je vous rappelle, j'ai un souvenir quand on préparait justement la Coupole en 2005. Là, on a essayé, enfin, les musiciens ils essayaient de préparer la musique, etc. Il y avait quelque chose qui ne va pas. Donc, il a insisté. Il dit, moi, je ne peux pas travailler, je ne peux pas présenter un travail, c'est-à-dire avec, c'est-à-dire qu'il contient un manque qu'il n'accepte pas. Il était un petit peu stressé. Donc, on reste là jusqu'à ce que cette musique soit bien jouée. C'est ça la perfection de Chérif, parce qu'il aime le travail, parce qu'il dit donc je représente aussi quelque part donc la musique qui est bien faite. J'aime la musique. D'ailleurs, on l'appelle, comme vous l'avez cité tout à l'heure, le Beethoven algérien. Ce n'est pas pour rien, parce que justement il veut atteindre l'universel, et puis même s'il ne le veut pas, nous déjà on le reçoit ensemble. Et donc quand vous approchez l'œuvre et les univers d'un monstre sacré, d'un universaliste, vous le disiez si bien, d'un humaniste par la même occasion, d'un orfèvre du verbe, eh bien, vous dites souvent, tout document parlé, écrit ou sensoriel contient potentiellement une quantité d'informations sur la personne qui est donc justement l'auteur. Parlez-moi de votre premier contact avec lui en 2004, bien avant ce concert, j'allais pratiquement dire, de la réconciliation, lorsqu'il est revenu en Algérie, où l'Algérie lui a, faut-il le dire, sans hypocrisie aucune, sans démagogie, le tapis rouge en lui donnant cet espace qui est bien sûr la coupole Mohamed Boudiaf. Vous savez, M. Amiti, là, moi j'étais adolescente et je suis attirée par, j'adore les belles voix, je suis attirée par, je dois le dire, par la chanteuse Nouara. Je dis que c'est une chanteuse qui a une très belle voix. Elle a marqué 2-3 générations, Nouara. Oui, donc là, quand je retourne, donc généralement, vous savez que la boîte, donc les cassettes, je vois derrière musique chez les Khadlan. Je dis, là, à l'âge d'adolescent, je dis, il doit être âgé, celui-là, ce monsieur qui a fait cette musique. Voilà, et j'ai toujours rêvé, je me disais, s'il est vivant, peut-être un jour je vais rencontrer. Donc en 2004, là, je rencontre donc une personne, je lui dis, bah, et donc, il m'a dit, je prépare un livre sur Sherif Khadlan, qui est M. Ali Sayed. Je lui ai dit, ah oui, il est vivant. Il m'a dit, oui, il est vivant. Il m'a dit, si vous voulez, je vais vous présenter. Je lui ai dit, bon, si je vais rencontrer Sherif Khadlan. Quelle opportunité! Et là, sincèrement, ce que j'ai fait, c'est que je lui dis, je vais vous enregistrer des extraits de ma voix, vous l'apportez, j'ai envie d'avoir sa signature, tout simplement. Donc, mais quand il a rencontré Sherif Khadlan, il lui a dit, voilà, donc il m'a dit, voilà, je n'ai pas vu Sherif Khadlan, j'ai vu son manager, d'ailleurs je sais, je salue M. Boudjili, le manager de Sherif Khadlan, au passage. Qu'on a eu le plaisir à recevoir, pas à la télévision malheureusement, mais à la radio, et c'était lui justement qui nous avait ramené, malheureusement je n'ai pas pu le retrouver, cela date de quelques années, le premier DVD de ce concert, d'une beauté extrême de la coupole, mais également, il y a eu un DVD, il y a eu également un CD, hein, en vente chez les bons vendeurs de cassettes. Enfin, il n'y a plus de cassettes, que dis-je? Moi je suis un grand nostalgique. Hein, donc vous l'aurez certainement remarqué. Et puis donc, il m'appelle, M. Boudjili, il me dit, voilà, donc Sherif Khadlan est là, il veut vous rencontrer. Je lui dis, Sherif Khadlan va me rencontrer, donc il est venu, et là, je suis psychologue de métier, mais j'ai connu le stress. C'est pour la première fois, comment approcher justement ce géant, ce grand monsieur, ce maître de la musique. Il était là, et... Compositeur, auteur, chanteur, poète. Hein. Exactement, là. Je l'ai reçu chez moi. Il m'attendait, je fais un pas en avant, 2 pas en arrière, justement comment affronter ce parcours. Alors, mais quand je rentre, justement, ce qui m'a attiré, c'est cette intelligence affective et intellectuelle. Il me voit, il me dit, assis-toi. Donc c'est lui qui m'a invité. C'est presque l'image du père également qui... Hein. Il est là, il était à l'aise, et puis on a commencé à discuter. Pourquoi vous vous intéressez à mes chansons? Est-ce que vous voulez chanter? Je lui ai dit non, moi j'aime vos chansons, j'ai envie de vous rencontrer. Il était là, il est venu. Donc écoutez, quand un grand monsieur comme celui-là, il vient rencontrer une jeune personne qui n'a rien à voir, enfin je peux dire, avec la musique et la chanson, et il vient le voir, c'est là justement que ça a commencé. Ma question est installée. Pourquoi, comment, justement, quelles sont les caractéristiques qui l'ont justement formé et poussé à ce que ce monsieur-là, qui est un montagnard de la famille, a devenir justement l'universel, l'homme, le génie de la musique. Voilà. Voilà, donc elle a
Elle a analysé psychologiquement le parcours, une chanson particulière qui a le titre Le Rêve. Le rêve de l'artiste. Voilà, tout simplement ça. On aimerait réellement lire ça et mettre votre étude entre toutes les mains sur ce monstre sacré à qui nous rendons hommage, à savoir Maître, s'il vous plaît, Chérif Reddam. Merci beaucoup, Nora. Et ça, je le rappelle, vous êtes psychologue, chercheuse, mais également doctorante en psychologie à l'université Mouloud Mamri de Tizi Ouzou. N'oubliez pas vos questions et vos réactions sur cultureclub@20tv.dz. Je vous avais parlé en début d'émission de 3 événements sur lesquels nous reviendrons ce soir. D'abord, la participation de l'Algérie à ce festival, que dis-je, au salon, bien sûr, de Cuba, où l'Algérie était invitée d'honneur. La participation également de l'Algérie au Festival international de la bande dessinée à Angoulême. Mais surtout, on va y revenir, ça c'est le point le plus important, avec vous, Dalila Najam, sur les prix littéraires qui renaissent, entre parenthèses, de leurs cendres. Hein. On va revenir, si vous le permettez, sur le prix Yamina Meshakra. Faut-il expliquer, rappeler 2 ouvrages de Yamina Meshakra que chacun de nous doit impérativement lire, du moins la jeune génération. C'est La Grotte éclatée, donc préfacée par Kateb Yassine, qui était son ami de toujours, également Haris Well aussi. C'était son maître aussi. Hein, ah oui, mais ces 2 livres, ça c'est... Et Haris. Haris, c'est d'une beauté extrême, édité par Enag Édition également. Réédité par Enag Édition. Alors, le prix, donc, Yamina Meshakra, a été attribué à Haïda Ben Salhi, je pense, du moins en langue française. Hein. En langue française. C'était son premier roman. Oui. Son premier roman. C'était un roman qui n'était même pas destiné, elle n'avait même pas envisagé de participer au concours. Et c'était un concours de circonstances, j'ai rencontré son éditeur, j'ai vu le livre, j'ai vu le nom d'une écrivaine, donc d'une femme, et puis j'ai dit à son éditeur, mais pourquoi tu ne le présentes pas dans le concours du prix il m'a dit non, ça ne m'intéresse pas. Parce que je sais comment ça se passe, ce sont toujours les mêmes. Oui. En fait, il n'avait pas trop tort. Le prix Yamina Meshakra est né d'une idée, c'était avec une de mes amies, et qui est aussi coordinatrice de ce prix, qui aurait dû peut-être être là aujourd'hui, c'est Amina Mekahli. Elle le sera certainement. Voilà. Je vous promets. Elle devait être là, mais pour d'autres raisons, elle n'a pas malheureusement pu être ce soir avec nous. Non, ceci dit, on discutait et on s'est dit, mais il y a quelque chose qu'il faut faire dans la littérature. Il manque un prix. Il manque un prix féminin. Je ne parle pas de littérature féminine, hein, je parle d'écrivaine. Ah non, voilà. On est bien d'accord. Tout à fait. Donc, nous avons travaillé pendant... c'est une hérésie. Voilà, nous avons travaillé pendant 1 année, mais vraiment 1 année. Hein. C'était des heures pas possibles. D'abord sur les rencontres littéraires des écrivaines algériennes, et qui a eu lieu au mois de septembre l'année dernière, qui a réuni toutes les écrivaines de tout le territoire national, hein, de Béchar à Tizi Ouzou, de Batna, de Rome, des Algériens. En arabe, en français, mais également en tamazight. Hein. En tamazight, et nous avons organisé cette rencontre là au mois de septembre qui a été magnifique. Magnifique dans le sens où vraiment, il y avait la littérature, les écrivaines algériennes étaient là. On peut réellement parler aujourd'hui, sans hypocrisie aucune, de relance des prix littéraires. Bon, on parlait à l'instant de Yamina Meshakra, le prix des libraires qui a malheureusement disparu, le prix Escale d'Alger, organisé par de grands hôtels. Je ne partage pas du tout ce point de vue, mais il a également le droit d'exister. Hein, tout à fait, tout à fait, exactement. Est-ce qu'on peut réellement parler de cette relance Oui, en fait, il y a quand même le prix littéraire est quand même un facteur intéressant dans le sens où il permet à l'écrivain, à l'écrivaine... Comme le prix Assia Djebar, comme voilà, à se faire connaître. Mohamed Dib et tant d'autres. Sauf que, bon, alors il est là, les prix sont là, les auteurs, les écrivains, les écrivaines sont là, les éditeurs aussi, mais il reste encore un maillon de la chaîne qui manque, il n'y a pas assez de librairies. Donc, non, malheureusement, il y a des espaces qui disparaissent. Comme peau de chagrin, mais c'est pour ça qu'on voulait avoir une galeriste avec nous ce soir, pour dire qu'il y a également d'autres choses qui s'ouvrent. Oui, oui, mais heureusement. Mais heureusement pas noircir le tableau non plus. Hein. Et donc, voilà, l'idée c'était ça. Donc, c'est de faire connaître davantage la littérature algérienne, en général, hein, et des écrivaines en particulier. Non, de donner de la visibilité à nos auteurs. Hein. D'où l'idée de faire ce prix, de créer ce prix. Et donc, Assia Djebar, Mohamed Dib
Esca littéraire. Alors à Sadjebar, je crois qu'on est à la 4e édition. Tout à fait. Il n'y a pas une femme qui a eu le prix. Alors qu'on sait très bien. Bon, après, moi, je ne suis pas juge, je ne peux pas. Mais je veux dire qu'il y a quand même. On n'est pas dans ces jugements aujourd'hui, voilà. rassurez-moi. Bon. Mohamed Dib, il n'y a jamais eu de femme. Pour le moment. Voilà, pour le moment. Ouais. Donc on s'est dit. Mais on est dans une autre réflexion. C'est le talent d'abord qui parle et non pas. Et je vous assure, soyons pas sexistes, et je vous assure que bon, déjà moi en tant que libraire, je vois bien ce que je reçois, et je lis, et ce sont des écrivaines qu'on ne connaît pas, qui n'ont pas de visibilité. Tout à fait. Et l'objectif, c'était ça, c'est donner de la visibilité à tous ces écrivains et écrivaines de l'intérieur du pays. Parce que souvent, elles sont... Alger, Constantine, Oran, c'est pas l'Algérie non plus. Ils sont édités dans des maisons, bon, à part les maisons que tout le monde connaît, qui sont basées à Alger, bon, une ou deux qui ont quand même une bonne réputation à l'intérieur du pays. Mais sinon, il y a plein d'auteurs qui se font éditer, et puis souvent dans l'anonymat, et qui essaient de placer leurs livres comme ça. Et... Même si pendant l'organisation du dernier Salon international du livre, on avait parlé de pas moins de 300 à 380 maisons d'édition algériennes, vous savez aussi bien que moi... 280. Oui, bon, vous savez aussi bien que moi que c'est un chiffre exagéré. Il y a des maisons d'édition, on parle algérienne, hein, qui naissent et qui disparaissent en un claquement de doigts, qui profitent de l'opportunité de l'organisation de certains événements. D'ailleurs, si c'est pas pour me répéter, vous savez très bien que le monde de l'édition actuellement est en souffrance. Là, il y a vraiment un grand appel à lancer. Hein. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc voilà, l'idée c'était de mettre en place un prix. Donc la particularité de ce prix, c'est que le jury est féminin. Ce sont que des femmes. Ouais. Voilà. Ce sont que des grandes personnalités. Moi, je trouve cela que c'est quand même, on serait dans une forme d'enfermement ou de stigmatisation. Non, parce que bon, Non, le prix féminin en France, c'est aussi le jury est féminin. Bon, la France n'est pas non plus une référence, du moins. Oui, non, mais d'accord, je veux dire, certains... voilà. Oui. Mais ça n'empêche pas que, voilà, on donne la chance à ces écrivains-là. Vous parliez de crise en ce moment dans le monde de l'édition. L'Algérie a participé, a été invitée d'honneur, donc faut-il le rappeler, au Festival international du livre à Cuba, où vous y étiez. Un nombre très important de visiteurs également, parce que comme le disait si bien en début d'émission notre premier invité, l'Algérie ou Alger, l'Algérie d'abord, et Alger était la terre de la Mecque de toutes les révolutions. Donc nous avons un rapport charnel, historique, profondément historique avec Cuba. Et un nombre extrêmement important à défiler au stand d'Alger que vous avez donc justement monté, Dalila Al-Najad. Oui, c'est impressionnant. Il y a deux choses qui sont vitales là-bas à Cuba, c'est la santé et l'éducation, et l'éducation automatiquement la lecture. C'est un salon qui est extrêmement, c'est-à-dire prisé, et il y a un monde fou, c'était tous les jours, c'était il y a un engouement très important. Impressionnant. Mais ce qui est particulier aussi, c'est le nombre de librairies que vous avez dans ce pays. C'est incroyable. Vous avez plus de librairies que de... Alors qu'ils traversent une crise sans précédent depuis de longues années dans l'embargo. Depuis 50 ans, pardon. Tout à fait. Et qui accorde quand même une place particulière à la lecture. Capital. Et ça, c'est impressionnant. Impressionnant. Les librairies, elles sont immenses. C'est vraiment quelque chose qui m'a impressionné. Faut-il rappeler également que vous êtes donc la commissaire donc, du Festival international de la bande dessinée d'Alger, qui a refermé ses portes au mois d'octobre, si mes souvenirs sont bons. Vous avez entre autres participé à Angoulême à cette dernière manifestation, où l'Algérie est également présente, même malgré une très très faible production pour l'année 2018, 2017-2018. Oui, 2018. Parce qu'il n'y a pas d'éditeur qui s'intéresse à la bande dessinée. Il y en avait quelques-uns, mais comme je vous dis, l'édition traverse une crise assez profonde, et puis bien sûr... vous arrivez quand même à monter, vous êtes à une 10e édition, je pense. Pour le festival. On arrive à la 12e. 12e, vous vous rendez compte. Donc, malgré la crise, malgré donc, tout ce qui se passe, malgré cette équation à plusieurs inconnus, vous arrivez quand même à monter... Le festival de la bande dessinée appartient à la jeunesse algérienne. Vous avez bien vu que tout le public
qui fréquente le festival est très très jeune. C'est l'espace de la jeunesse algérienne. Mais cette jeune génération, du moins... produit, dessine, d'accord, pense, elle a du mal réfléchit. elle a du mal à s'exprimer, elle a du mal à... c'est à travers pouvoir la se bande faire éditer, dessinée. Dalila Najm. Il y a la bande dessinée, il y a le film d'animation, il y a les jeux vidéo. Ça, ce sont les trois activités qui sont greffées au niveau de la... Alors, on a réussi, pendant les premières années, à sortir un peu, enfin, former et présenter et préparer et éditer une centaine de jeunes artistes. Sur ces 100 artistes, il y en a quelques-uns, une dizaine qui publient régulièrement. Donc il y a une réputation aujourd'hui. Avec une réputation internationale et qui voyage à travers le monde. Tout à fait. Nous avons quelques-uns aussi qui sont des cracks de l'animation. Mais malheureusement, comme ils n'ont pas trouvé de débouchés, ils nous ont quittés. Ils ont trouvé du travail ailleurs, c'est-à-dire au Canada, ils ont été recrutés dans des prestigieuses sociétés de réalisation de films d'animation. Alors que nous, on a eu le festival du film Amazir, l'animation, le film d'animation était quasiment absent. Alors que nous avons un potentiel mais extraordinaire. Et il y a aussi la troisième activité que nous essayons de développer au niveau du festival de la bande dessinée, c'est les jeux vidéo. Ça, nous avons commencé il n'y a pas très longtemps. Mais alors, il faut voir, hein, nous sommes des grands consommateurs de jeux vidéo. La jeunesse algérienne sont des grands consommateurs de jeux vidéo. Et ce sont des grands artistes et ils sont capables de réaliser. J'en connais quelques-uns qui sont capables de réaliser des jeux vidéo. Mais il y a quelque chose, il y a une cassure. Rassurez-moi, la 13e... Ils sont partis et ils sont recrutés dans des maisons, dans des boîtes, pas très loin de chez nous, d'ailleurs pas très loin de l'Algérie, et ils travaillent pour d'autres entreprises, alors que je suis sûre que si on pouvait leur ouvrir les portes et créer des studios, et les aider, les entourer, les encadrer, et puis apporter les financements... Là, ça n'est pas une fuite, c'est une véritable hémorragie. Ah, c'est une hémorragie, hein. Moi ça me fait mal au cœur. Hein. Moi, ça fait mal au cœur. Rassurez-moi, dernière question avant d'aller vers notre 4e et dernière invitée, la 13e édition du Festival international de la bande dessinée d'Alger, qui aura, j'espère, n'est pas compromise. Karim, la 12e. Oui, voilà. Ouais. N'est pas compromise. Pourquoi elle serait compromise? Oui, à travers toutes les crises, la crise que nous sommes en train de... excusez-moi, la crise que nous sommes en train de subir, en premier lieu, le nombre, le nombre extrêmement faible de la production des nouveautés pendant l'année dernière, peut-être que, je me suis dit, vu les moyens, le peu de moyens que vous ayez, peut-être que... Parce que énormément de festivals ont malheureusement disparu. Enfin, du moins pour certains, je veux dire. Oui, je suis d'accord avec vous. Comme le Festival du Livre Jeunesse, qui était très important. Oui. Qui a malheureusement disparu. C'est un problème de moyens financiers. Oui, on revient dans cette crise. Donc, nous, pour la bande dessinée, cette année, on lance très tôt des concours avec des partenaires qui vont accompagner les lauréats. D'ailleurs, prochainement, celui qui a gagné le premier prix l'année dernière va partir à Montréal, à Québec. Oui, à Québec avec son prix. Donc il est invité. Il y en a d'autres qui vont participer à des formations, qui sont invités à suivre des formations. La 12e édition est des... Ils ne sont pas nombreux, mais si on arrivait à drainer un peu plus de sponsors, un peu plus de moyens financiers, moi ça me fait mal au cœur. Hein. Moi j'ai des jeunes qui ont envie qui ont des projets, mais là tout... mais on ne peut pas aller au-delà de ça. C'est-à-dire que moi, avec le festival, je ne peux pas aller plus que ça. Il faudrait... On ne peut pas aller plus vite que la musique. Oui, il faut vraiment... Mais ça fait mal au cœur de les voir partir. Hein. Alors que ce potentiel-là, cette intelligence... Non, mais qui ont été découverts ici, qui ont été formés ici, exactement. Et puis qui sont recrutés talent ailleurs. Extraordinaire. Et voilà, qui font le bonheur d'autres personnes. Alors qu'ils peuvent très bien réussir ici, créer leur propre boîte, faire des jeux vidéo, danser des jeux vidéo. Ça coûte une fortune de les importer. Voilà. Et créer des films d'animation. Ils ont les moyens, ils ont le potentiel, ils ont l'intelligence, ils ont... mais moi, les moyens de s'exprimer. Moi, toute seule, je ne peux pas. On va dire à bon entendeur, Dalila Najm. Voilà, je lance un message. Vous savez que les sponsors, surtout pour la bande dessinée, ils sont très rares. Non, pour la culture en général. Hein. C'est pas le sport, c'est pas le football. La culture en général,
en particulier la bande dessinée. Moi, je me rappelle combien de portes qu'elles sont claquées derrière moi. Et dans tout ça, Dalimen, dans tout ça, la maison d'édition Dalimen a traversé une période très, très difficile. De turbulence, a eu quelques soucis. Donc là, on est en train de rétablir les choses, les mettre au point, et puis on va relancer la machine. De toutes les façons, on ne baisse pas les bras. Donc 3 événements sur lesquels nous sommes... Merci de nous donner la possibilité... Avec un grand plaisir. De nous exprimer et de donner notre avis, et surtout de faire la promotion de la littérature. Avec un énorme plaisir. Important. Le prix Amina Mechakra est très important aussi. Exactement, tout à fait, rendre hommage à cette grotte éclatée, encore une fois, où il était question d'énormément de violence, donc préfacé par Kateb Yassine, réédité par Enag Édition, vente libre chez les bons libraires. Une femme qui écrit vaut son pesant de poudre. Exactement ça, tout à fait. Donc, merci beaucoup Dalila Najam. Donc les prix littéraires avec vous, la participation de l'Algérie donc à Cuba, mais également donc la participation de l'Algérie donc au Festival international de la bande dessinée à Angoulême. Et nous reviendrons principalement avec des auteurs de bandes dessinées pour justement provoquer un débat sur le 9e art, parce que vous le disiez à l'instant, ils sont tellement nombreux à créer, mais ils n'ont malheureusement pas l'opportunité donc de pouvoir s'exprimer, donc de se faire éditer. N'oubliez pas, question-réaction, cultureclub@entv.dz, et nous abordons les dernières minutes à travers une bonne nouvelle. Encore une fois, ne noircissons pas le tableau pour dire qu'il y a également des espaces qui ouvrent, comme celui de notre 4e et dernier invité, donc Amel Bara Rasmi, bonsoir. Bonsoir. Donc galeriste et non galérienne. Voilà. Exactement. Je ne galère pas du tout. Voilà, je l'espère pour moi. Voilà. Donc vous avez ouvert une nouvelle maison, que dis-je, un nouvel espace de création, donc d'exposition. Vous exposez en ce moment Saïd Debledji, qui sera certainement avec nous la semaine prochaine. Vous avez donné un nom qui en dit long, donc justement sur les croyances, les mythes et certains rites à votre espace. Il s'appelle Ifrou. C'est quoi Ifrou? Ifrou, c'est un symbole, un rituel que la déesse berbère Ifri, c'est une déesse solaire et en même temps elle est Dieu des cavernes. Et ce rituel, Ifrou, la déesse, elle exerce dans ces cavernes pour protéger les soldats et les commerçants. Ouais. Et en même temps, protectrice des foyers aussi. Comme, voilà, donc j'espère qu'à travers ce rituel, vous allez conjurer le mauvais sort. Protéger les âmes des artistes. Les créateurs. Et les créateurs. Exactement. Parce que pour moi, un artiste, il donne son âme. Ouais. L'œuvre, c'est son âme. Parce que, voilà. Exactement. Et si vous avez exposé Saïd Debledji, ça n'était pas non plus un hasard, parce que lui aussi travaille, et sa démarche, elle est plurielle. La mythologie habite également pratiquement toutes ses créations. Hein. Saïd, déjà, c'est un artiste plasticien et enseignant d'histoire de l'art. Tout à fait. À travers son travail, il s'est inspiré pour créer ses œuvres. Et la dernière exposition... l'exposition qui a fait chez Ifrou Design, c'est la mythologie grecque cherche à trouver de la fresque de Leonardo da Vinci et Minotaure, le Minotaure. Fameux Minotaure. Voilà. On y revient toujours encore. C'est toujours dans le rêve et la magie. C'est une longue histoire d'art et d'amitié, justement, qui vous a fait exposer en premier lieu Saïd Debledji. Ces univers, ces créations, ces doutes, ces questionnements vous parlent en premier lieu. Hein, vous, en tant que vous êtes architecte d'intérieur. Je suis architecte d'intérieur et je suis une grande fan de la mythologie en général. Et Saïd, on est un pays méditerranéen, donc c'est tout à fait normal. L'imagination, le rêve, Tergis, Nefennen. Et ben moi, je suis une artiste, j'ai une âme d'artiste, je rêve beaucoup. Je suis une rêveuse. Tout le monde le dit, Amel, la rêveuse. Excusez-moi, mais parmi les caractéristiques justement d'un artiste, c'est le rêve, l'imagination. Voilà. Oui, parce que vous pensez qu'on vous a réunis par hasard ce soir. C'est création de rêves et de fantasmes dans les univers donc de chez les Freddin. Vous en parliez en début d'émission. On a souvent parlé donc de crise que nous traversons en ce moment, crise financière. Mais cela ne vous a pas du tout empêché donc justement d'ouvrir les portes de votre Ifrou Galerie. Hein. Ifrou Galerie. Non, Ifrou Galerie, pardon. Voilà. Ouais. En 2015, j'ai senti le mot patient. J'ai juré de ne pas quitter
la passion. Ma passion, c'est l'art. Et la crise, je vais la combattre. La combattre, voilà. Telle... Je suis une berbère guerrière, je me sens comme ça. Tant mieux, franchement, voilà, Ifrou, je l'ai pas. C'est une recherche. Je cherchais quelque chose, un nom qui me ressemble parce que je me sens une guerrière. Voilà, j'ai un parcours plein de. Et vous avez provoqué tout ce rituel avant l'ouverture de votre galerie, ce rituel d'esprit protecteur et de. Voilà. Oui, oui. Et ce qui est extraordinaire pour justement la préparation de cette émission, on a parlé de votre programme. Votre programme est pratiquement ficelé jusqu'au mois d'octobre. Voilà, mois d'octobre. Pratiquement. Il y aura des artistes, parce que la galerie, elle est multidisciplinaire et j'ai ouvert pour les professionnels, les semi-professionnels et les étudiants aussi. La galerie organise des expositions pour les étudiants, c'est important. La galerie prend tout en charge, la promotion des étudiants. Pour justement soutenir et accompagner les créateurs. Promouvoir l'art aussi, hein, parce que l'avenir, c'est avec la jeunesse, je pense. C'est ce qu'on appelle du mécénat. Ben exactement, tout à fait. Exactement. Voilà, c'est ça. Et après Saïd Bladji, c'est Mohamed Bakli, qui est auteur lui aussi. Oui, c'est un artiste plasticien. Il a fait des études. C'est un des élèves de Msli et Martinez. Ouais. Et c'est un écrivain. Poète. Père fondateur de la peinture algérienne moderne. Il fait le chant, même il fait le... Il est pluriel. Donc, oui, il est pluriel et il englobe toute la politique de ma galerie. Ouais. C'est un univers. C'est pas un espace limité, galerie limitée. Non, c'est un espace. C'est l'univers. L'univers, il n'y a pas de limite. Donc pas de frontières. Vous cassez toutes les frontières, et surtout tous les codes. Hein, voilà. Ouais. Parce que je suis une rebelle. Ça, on l'a bien compris, Ahmed Barakassi. Donc, pendant tout l'été, vous ne vous arrêtez pas non plus. Le mois d'août. Voilà. C'est tout, et sinon vous reprendrez. Voilà, je reprends le. Donc vous êtes toujours en quête de nouveaux artistes également, pas seulement les grands connus, mais également la jeune création qui sort fraîchement de l'école supérieure des Beaux-Arts d'Alger, et pas seulement, vous me disiez, mais également les amateurs férus d'art et d'expression plurielle. Les professionnels et les semi-professionnels, si libre, la liberté. Totale et absolue. Ah oui, pour moi, l'art, c'est vraiment la liberté. La paix, la liberté. Je ne vois pas la réalité. Hein. Ouais. C'est sûr, la réalité, elle est dure, l'art en Algérie. Mais... en tout cas, vous êtes dans la positive attitude et franchement, on le ressent. Vous nous nourrissez d'ondes positives. En tout cas, je voulais réellement vous donner de la visibilité. Et même pour les rencontres littéraires, hein, j'ai ajouté encore pour le mot. C'est important. J'ai négligé pendant ma jeunesse le mot. Ouais. Pour moi, le mot et la langue, c'était pas important. Et 2015, je me suis... Il y a quelque chose qui s'est passé en 2015, oui, qui a fait qui a libéré toute cette énergie mon prof qui est en de vous. Design, parce que j'ai fait de l'architecture et d'urbanisme, c'est que le technique. Ouais. Et en entrant dans une école privée d'architecture d'intérieur, j'ai rencontré un prof. Son premier cours, c'est le concept. Et je ne savais pas c'est quoi le concept. Eh bien... Elle m'a dit, lâche-toi. J'ai dit, comment je vais me lâcher? Regarde ton parcours. Mon parcours, il est douloureux et il n'est pas intéressant. Mais vous avez transcendé tout cela. Et elle m'a dit, par la résilience. Fais une création, une table. Et j'ai commencé à créer la table. J'ai senti, et je suis aussi... j'ai senti vivre le mot passion. Parce que avant... Là, ici, donc on voit exactement comment l'art est un remède. Non, la Yefsah est en train de nous analyser ce soir. On est tous sur un divan rouge et c'est vraiment une psychanalyse de groupe. Hein. En tout cas, un grand merci à Amal Barakasmi. Je le rappelle, votre galerie, c'est au boulevard Klim El Qassem. Et elle a pour nom donc Ifrou. Ifrou, la protectrice. Exactement. Vous parliez à l'instant de liberté. Et donc, justement, la liberté, ou ces libertaires, ces Algériennes qui, dans les années 60 et 70,
actrices se sont exprimées. Elles étaient porteuses d'un véritable projet de société, disait notre invité, donc Djilali Hajabi, et c'est à elles que vous allez vous exprimer, déclarer et déclamer votre amour à travers un prochain ouvrage. J'espère bien, pourquoi pas. Oui, ces filles de cette Algérie, de cet Alger ou de cette Algérie qui étaient, vous le disiez, donc je le disais à l'instant, porteuses de projets, elles savaient ce que c'était l'engagement. Voilà. Moi, je ne vous cache pas que depuis ma jeunesse, j'ai, si vous voulez, une carrière à la fois littéraire, mais également de travail. Et j'ai travaillé qu'avec des femmes. J'étais entouré de femmes jusqu'à pratiquement la maturité. Elles vous ont porté. Elles m'ont porté. Elles m'ont porté, elles m'ont beaucoup aidé. Elles m'ont beaucoup aidé. Et ça me sert aujourd'hui. Aujourd'hui, ça me sert dans mes travaux, dans mes trucs comme ça. Ouais. Vous aurez remarqué qu'elles sont majoritaires sur le plateau de ce soir. Oui, bien, heureusement. Voilà. Heureusement, c'est leur fête, c'est derrière. Alors, voilà donc deux ouvrages que je vous conseille vivement. D'abord le premier de notre invité Djilali Hajabi, ça s'appelle Réminiscence, ou la mémoire retrouvée, un recueil de nouvelles à mettre entre toutes les mains. C'est en vente libre chez Le Bon Libraire, à travers cette petite musique de nuit qui nous annonce déjà la fin de l'aventure. C'est aux éditions Rafar. Vous allez à la rencontre d'une quinzaine de tableaux qui ont traversé l'Algérie, les époques, mais également une forme d'amour, de souffrance, de douleur, mais surtout d'espoir. Cet ouvrage est en dialogue avec celui qui l'a précédé, afin que nul n'oublie, un recueil de nouvelles paru aux éditions Dahlem. Merci beaucoup Djilali Hajabi. Voilà, je vous l'ai dit, aujourd'hui c'est une véritable séance, comment dire, de psychanalyse de groupe provoquée par notre deuxième invité, qui n'est autre que Nora Yefsah. Un grand merci de nous avoir livré les univers tourmentés et sereins par la même occasion d'un maître incontesté et incontestable qui n'est autre que Cherif Reddam. Un grand merci encore une fois. J'espère vous recevoir très bientôt pour peut-être également comment dire, d'autres grands maîtres de la chanson algérienne, pas seulement Cherif Reddam. Slimane Azem, pourquoi pas. Déjà participé au colloque international et national sur la communauté aussi, analysé un certain nombre d'œuvres, pourquoi pas. Avec un grand plaisir. Un grand merci également à notre troisième invité avec laquelle nous sommes revenus sur 3 événements, le Festival international du livre de Cuba, les prix littéraires, dont celui bien sûr de Yamin Amé Chakra, mais également la participation de l'Algérie à ce festival international qui n'est autre que, vous le savez, donc le festival de la bande dessinée d'Angoulême. Merci beaucoup Dalila Najem. Nous aurons certainement le plaisir de nous retrouver bien avant la fin de l'aventure de cette saison 2019-2020, parce que la saison est encore bien longue. Et puis par la même occasion, je vous le disais, elle a conjuré le mauvais sort pour notre plus grand plaisir en ouvrant un espace d'expression et d'exposition pour les artistes connus, confirmés, mais également les anonymes, les jeunes étudiants sortis fraîchement de l'école des Beaux-Arts d'Alger. Donc Ifroum Galerie, je le rappelle, c'est au boulevard Kerim El Qassem. Un grand merci à Melbara Kasmi. Eh bien, donnez-nous de la matière à travers tous les artistes que vous allez exposer. Un grand merci, à vous et puis à très bientôt bien sûr sur ce même plateau. Merci de votre participation et de votre fidélité au programme de Canal Algérie et de cette émission. Alors si vous l'avez manqué et si nous vous manquons, allez savoir, sachez qu'elle sera rediffusée le vendredi matin autour de 10h55, sinon sur les réseaux sociaux et la chaîne YouTube de Canal Algérie. Que la nuit vienne reposer et apaiser nos esprits parfois si tourmentés. Merci mesdames, merci monsieur, merci à vous et à la semaine prochaine pour vivre ensemble. خفيف
احمل لهيب الجواب احمل لهيب الجواب يا مقابل ماني في المحبة اختيار ولا مين أمان انظر كيف كسيت انظر كيف كسيت للصفراء وليس الخبر كالعيان وليس الخبر كالعيان الشمائل واشكلان مشاكل والعيون قواتل كالسهام ونبعث رسائل دمعية السائل وفيها مسائل والدماء نزل قلبي مائل تلك المنازل هذا العام وقومي والف عام منكم تعلمت الغرام ما نعشق سواكم والسلام يا ألا الفضائل أنتم الوسائل وفيكم مسائل يا كرام ما بين ممسك تضرب أحلام من العتيق ويردون أستاذ خروف يشتاق جنيت من ورد يا حبي أما ترى محلى ليالي الوصال ارحم خضوعي وما قد جرالي وما قد جرالي ومن نري أشواق عالج العشاق ارحموا المشتاق ارحموا من ذاق الهوى فحاله كحالي سهر الليالي
أحببت الإنسان أحببت الإنسان وانشغلت بها ما دعرك ألم تسحرك أوطان وقلت لا والذي أرسى لعاشقها حديقة ملؤها حور وولدان لا 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 أوزع قلبي لا 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 أوزع قلبي بين داك وداء الكل في الإنسان ما في الحق نكران الكل الكل في الإنسان ما في الحق نكران مبناها عيدان وأوزان كأن مبناها عيدان وأوزان كأن مبناها عيدان وأوزان يا ليل يا ليل
وقلبي قد تقدم وقلبي قد تعود يمشي وفا وراه علاش قلبك تعدى على هواشم ورا علاش قلبك تعدى على هواشم ورا الفلك والتألق والفلك والفول انت الهلاك والتألق والهلك والغول انت الملك والتألق والملك والملك انت الذي كل اطرافك سوى الملك انت الذي كل أطرافك أسوى الملك لو ذقت يا غزالي لا ضغط في هواه أو قد علمت حالي وما لقيت بدال لا شدت بالوصال يا سعد من رأى ارحم يا من تبدى ارحم يا من تبدأ يا قفوة من وراء على أشقابك تعدى على هواشم ورا علاش تعدى على هواشم ورا يا مدير حومية وقولوا لي بشرى غنية وعلى خانع العدا قولوا لي بشرى غنية على خانع العدا النجوم ثريا كلهم شهدوا علي في هواك يا قمر كلهم شهدوا علي في هواك يا قمر سيدي واعطف علي ويا يطلع الشمس الماضية يا هلال بين البشر يا طلعة شمس المضية يا هلال بين البشر لالان يا لالان ابتت نومي بالصغار طول السنين يا لالان يا لالان واللي
يا لا لا يا غزالي ما طوف عن محنتي يا لا لا يا لا لا رأيت الهلال ووجه الحبيب فكان هلالين عند النظر رأيت الهلال ووجه الحبيب فكان هلالين عند النظر فلولا التورد بالوجنتين هلال البشر فلم تدري أيهما قاتلي هلال الدجى هلال البشر ولولا التورط في وجنتين وما رعني من سواد الشعر لولا التورط في وجنتين وما رآني من سواد الشعر كنت أظن الهلال الحبيب وكنت أظن الحبيب القمر ذاك يغيب وذا لا يغيب وما من يغيب كما من حضر فذاك يغيب وذا لا يغيب وما من يغيب كما من حضر بشرى لنا إن المنى والقدر مرفوع والقدر مرفوع الفرح أمن لنا والشمل مجموع والشمل مجموع والشمل مجموع يا ليلة حسن الجمال والسعد أقبل لا 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 والسعد أقبل والسعد أقبل لك المفاخر والأمان والعز الأكمل والعز الأجمل والعز الأجمل باركت قاصدي والأمان البدر الأكمل في البدر الأكمل في البدر الأكمل جاد بانشراح وقتنا والبعد ممنوع والبعد ممنوع الفرح أقبل والهنا والشمل مجموع والشمل مجموع والشمل مجموع أحسنت يا ليل في تألفنا بالله يا ليل طول وسع
ماشي إلا الله إن كان وصالك علي غالي خذني ومالي واعطف علي حين التقيك بالله عليك صورة شمالة قبل بالي في له حالي رغما علي أهل بك زاد حبي فيك انشر علامة فأنت والي حسن الجمال بشرى هنية أنت المليك لا شك فيه لا ومكني ومكني وانا صغير في ذاتي وأنا صغير في ذاتي يسأل عن حالي لا تسأل فأنا ساعات ساعة كبا ساعات سيدي ميعاد ساعة سيدي لي عاتي أنت تتبع لي كيف راد مولانا حبك فترني نومي أفات ودمع عيني مثل وبيل ارحم غريبنا شرب الوصال ولا تبالي وهكذا يفعل الكرام مدعو السلام مدعو السلام ليس يبرى جرح قلبي من الهوى ليس يبرى كيف يبرى وداخل القلب جمر
كتب الجمال كتب الجمال فوق خديك سطرا بين واضح لمن كان يقرأ جرح قلبي من الهوى ليس يبرى كيف يبرى وداخل القلب جمرا كتب الجمال فوق خديك سطرا بين واضح لمن كان يقرأ لو رآه المحب أبكاه شهرا ويبل الثياب بالدمع قطرا أنا لو مت فاحفروا لي قبرا عند دار الحبيب عند دار الحبيب ولو كان شبرا واكتبوا من دموع عيني الشعرا رحم الله عاشقا مات صبرا
صبرا صبرا أنا لي أحباب مقامهم خير ذكرى إنهم من تلمسان التي تعلو قدرا من الخلد زيننا كوثر ريقه عسل أقولوا معايا يلا اللهم صل على المصطفى الله اللهم نعم والأشياء مقضية ربي نادر فيا للأرحم اللهم صل أنا ماني فياش نقلق يقول لما ويبدئ سبحانه ويحكم فيه الله بظلمة الأرحام داني بالإنعام واخلق لي ماء وطعام واستبدل غير قماش طاني واسترني
البان جعل لي الارض فراش لا سقف المبني اللهم صل على مصطفى على السلام الله 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 يا مولانا نخدم سيدك رسول الله 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 يا مولانا ونخدم سيدك رسول الله وجمعت في حسنك المطالب لا سوى نضال وكل شيء أراه لما بدا وجهك الآخر الله 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 يا مولانا أنا في سيدي رسول الله يا قلبي تحب الله والمعطي المانع طب قضاء الله لأنك راجع نادى في علم الله والخير في الواقع بك ما يسواش تدبير التعنيف اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام كل فوجودات كل وجودك غايب وعادي ينسد رضاك شان جودك واحسان اللي ظهر فيك مولاي المقصودات لا يا مقصودات بلدي يبقى في الحضرة معاك زهيبة وصولات لخنا دايم والعبيد اشرق بسعودك اشرق سعودك سما بنضرب هاك لبين عبيدك في المقام اللي كان يرضيك وابدا مجهودك وقدام جودك اذكر وتهتم اللي اعطاك والفضل يا صاحي يرضيك وسبح بنا وسعد بباب كل شيء تعفيك الفوات شكر عبودك لضخام القرى يهديك تورد يا فوق طيار